Hello la team, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Je m'appelle Oriane Page, je suis journaliste et je vous partage aujourd'hui ce nouvel épisode. Le but, présenter des parcours de femmes inspirées et inspirantes dans une ambiance chill et good vibes. Vie professionnelle, vie sociale, famille, couple, amour, santé, spiritualité ou encore développement personnel. Bref, tous les thèmes sont abordés. Alors c'est parti, Oui Madame. Bonjour Anne, merci d'être avec nous pour cet épisode de Oui Madame. Et bonjour Oriane. Alors est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots ? Mais bien sûr, alors je m'appelle Anne Leroy. J'ai créé il y a quelques années une association qui s'appelle Lilo parce que mon fils aîné est tombé malade et a souffert de schizophrénie. Et j'ai eu l'occasion, à travers l'aventure de Nicolas et de la psychiatrie, de constater que les proches avaient besoin d'aide et de soutien. Et à travers cette association, quelles sont les valeurs que tu défends ? Alors, je défends avant tout des valeurs, je pense, d'écoute, des valeurs qui sont très importantes pour les proches, c'est-à-dire qu'ils sont souvent très peu pris en considération par les professionnels et les soignants. Et je pense qu'ils ont un rôle à jouer auprès de la personne qui est malade. Ils sont peu écoutés et peu pris en considération. Est-ce que tu as remarqué des changements ? Enfin, quelles sont peut-être des anecdotes que tu as vécues à travers ces parcours et ces rencontres ? Alors, je pense que tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Nicolas, dans sa maladie, a eu une particularité, c'est-à-dire qu'il il a décidé d'arrêter de parler un jour, quelques mois après sa première hospitalisation. Il est resté mutique pendant 10 ans et demi. Et à chaque fois que j'allais le voir à l'hôpital, comme les patients avaient été regroupés par pathologie, j'avais l'occasion de parler avec les patients parce que je me suis dit qu'eux étaient étaient la première ligne de personnes bien placées pour pouvoir me donner des réponses. Et à partir de là, ce sont vraiment, je dois dire, les messages les plus positifs que j'ai toujours reçus. Et j'ai toujours eu justement déjà beaucoup d'admiration pour les patients. À travers ce qu'ils vivaient, je trouvais que c'était vraiment une vie extrêmement difficile, mais ils ne se plaignaient pas. Et j'ai appris beaucoup de choses et peu à peu, j'ai découvert aussi leurs proches. Et là, j'ai découvert que les proches étaient justement mis de côté. Alors, nous ne vivions pas la même situation, mais pour moi, c'était impensable que les proches n'aient pas de lieu où ils puissent être orientés, où ils puissent recevoir de l'information. Et j'ai rapidement, grâce quand même aux professionnels, il faut le dire, pu entrer en contact avec quelques proches et on a décidé à ce moment-là de créer une association pour l'accompagnement des proches. Parce qu'il faut bien se dire qu'être aux côtés de quelqu'un qui souffre d'un trouble psychique, c'est vraiment un compagnonnage tel qu'on peut l'imaginer au moment de la construction des cathédrales. Ok, je vois. Et est-ce que tu as des témoignages de malades qui ont guéri, ou toi tu as vu des belles choses comme ça, ou peut-être simplement qui sont stabilisés, qui ont pu reprendre une vie en guillemets normale, même si je ne suis pas fan du terme, mais une vie où il n'y a plus ces entraves, où ils ont pu sortir de l'hôpital par exemple ? Bon, alors on va tout de suite mettre de côté un mot, on ne va pas l'éliminer, mais on va le mettre de côté, c'est le mot guérison. Parce que ce qui concerne la psychiatrie, on ne parle pas de guérison, mais on parle de rétablissement, de stabilisation. Mais le mot rétablissement, pour moi, a quelque chose de très fort parce qu'il signifie qu'il y a une vie après la maladie. Alors que on dit souvent, oui, mais il faut savoir accepter, oui, il faut savoir stabiliser. Ça peut amener une certaine
une certaine résignation. Alors que pour moi, dans la notion de rétablissement, il y a un chemin à parcourir, il y a entre toutes les personnes qui sont dans le réseau du patient, il y a quelque chose à co-construire. Et c'est pour ça que c'est important. Et moi, j'ai connu des jeunes qui, entre 18 et 25 ans, passaient par des phases extrêmement difficiles et qui ont à l'heure actuelle un travail, qui peuvent retrouver une qualité de vie, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille. Et chacun peut trouver, par exemple, j'ai connu un médecin qui est tombé malade alors qu'il était en train de faire des stages en psychiatrie, donc il avait fini ses études de médecine. Très vite, il a réalisé ce qui se passait pour lui. Il est entré dans un traitement, dans les soins, donc ça c'est aussi une composante importante, c'est plus on intervient précocement, meilleures sont les chances de réussite du traitement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, il s'est dit, je ne vais pas pouvoir assumer une vie de médecin, avoir un cabinet et assumer une patientèle, mais il est devenu, par exemple, médecin pour Terre des Hommes. Ok. Comme souvent, il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour des opérations, et il y a une maison à Massonger, il fait des visites médicales, notamment là-bas. Donc, je pense qu'il y a vraiment la personne d'avant et la personne d'après. Ouais. Par rapport à ça, c'est vrai que parfois, pas forcément que pour les proches aidants, mais aussi pour les gens de manière générale qui ont connu la personne avant la maladie, j'ai l'impression que c'est difficile de sortir de cette étiquette ou de cette image de la personne en fait finalement qui a connu une chute, un peu comme un accident, et puis que pour la personne qui a vécu ça, c'est difficile de sortir de cette image-là, puis de vraiment regagner la confiance des gens. Je sais pas si tu partages un peu ce point de vue-là. Alors, il faut reconnaître qu'il y a la stigmatisation qui existe, ma foi, par rapport aux troubles psychiques. Il y a vraiment toute cette partie qui conditionne la personne et qui amène aussi l'autostigmatisation. Et l'autostigmatisation, il ne faut vraiment pas la négliger. Et dans le rétablissement, eh bien, ça fait partie aussi, cette autostigmatisation de ce qui doit s'estomper. Quand tu parlais aussi avant de rétablissement, j'avais le mot résilience. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Alors oui, bien sûr, le mot résilience est très parlant, mais la résilience, elle fait partie du rétablissement. Le rétablissement a des étapes, non, ça n'est pas linéaire, mais effectivement, je pense que dans la vie, on est tous plus ou moins résilients à des degrés différents par rapport aux situations qu'on peut vivre. Et finalement, en une phrase peut-être, ou en quelques mots, c'est quoi vraiment la mission de l'ILO ? Alors, l'ILO a été créé donc il y a 20 ans pour accompagner les proches. C'est vraiment un lieu où les proches peuvent venir parler de la maladie de la personne qu'ils accompagnent sans crainte de jugement. Le principe est de ne pas apporter des conseils, mais c'est d'orienter en fait les personnes. Le réseau psychiatrique, en tout cas dans le canton de Vaud, est assez complexe et c'est toujours difficile de savoir par rapport à son point géographique, à quel secteur on appartient. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment compliqué, l'administration. Si par exemple on veut demander une rentaille ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment toujours se faire aider et c'est pas facile d'aller frapper à la bonne porte. Comment est-ce que tu en es arrivé à fonder Positive Minder ? Alors, j'ai quitté l'ILO, le comité de l'ILO, parce qu'en fait, il y avait plus de choses qui se profilaient. Et donc, nous avons créé Positive Minder avec des personnes qui déjà s'intéressaient aux journées de la schizophrénie, aux formations qu'on donne, enfin à plein de choses. Et Positive Minder est une association qui a 3
pôles, c'est la déstigmatisation, la formation et la dissémination des bonnes pratiques, entre autres. Donc, nous sommes présents dans 12 pays parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'initiatives de professionnels dans des endroits différents, mais en fait, les gens ne sont pas coordonnés pour faire valoir ce qu'ils ont développé et qui souvent dans la réhabilitation fonctionne très bien ou dans la formation aussi. Donc, notre rôle, c'est à travers des webinaires, à travers des conférences, à travers des congrès qu'on organise avec des professionnels, c'est de faire en sorte que ce qui existe à un endroit puisse aussi se pratiquer ailleurs. C'est quel pays? Alors, les pays francophones déjà, ça c'est une bonne chose, mais je vais un peu résumer en disant, il y a la Suisse, la France, la Belgique, le Canada, il y a les pays du Maghreb, il y a le Togo, le Cameroun, le Liban, je ne vais pas arriver à énumérer les 12, mais on a, en tout cas pour les journées de la schizophrénie, à chaque fois des manifestations dans tous ces pays. Par rapport aux autres pays, la Suisse, elle se situe où et qu'est-ce que tu remarques dans les autres pays qui serait bon à prendre? Alors, je pense qu'on peut tous tirer des enseignements des uns et des autres. Il y a certains pays qui ont plus développé certaines techniques, je dirais, c'est pas juste, certaines méthodes de réhabilitation dans les programmes de remédiation cognitive. Enfin, il y a vraiment des endroits où on a beaucoup développé. En France, il y a pas mal de centres experts et de lieux où on a développé la remédiation cognitive. En Suisse, encore pas trop. En Suisse, on s'inspire un peu de tout, c'est-à-dire de ce qui se fait au Canada, aussi de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Donc la Suisse, en tout cas, n'est pas en retard. Ce qui manque vraiment, et là les Canadiens ont de l'avance, c'est sur la prise en considération des proches. Et puis la France est un peu à la traîne. Pour tout. Concrètement, le rôle de proche aidant, c'est quoi? C'est le compagnonnage. J'en reviens toujours à ça. C'est-à-dire que souvent, on est parents. Parce que alors, je vais parler principalement des cas les plus courants, c'est-à-dire les parents, parce que la maladie psychique, elle arrive principalement entre 18 et 25 ans, 15 et 25 ans, dirons-nous même. Et souvent, ça arrive encore sous le toit de la famille. En tout cas, à travers Lilo, Positive Minder, les différentes associations, c'est vraiment beaucoup les parents et beaucoup les mères surtout qui sont au front. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a connu un enfant, un jeune, il arrive dans sa période où normalement il devrait un peu quitter le nid et les parents devraient être un peu moins parents. Et tout à coup, surgit une maladie qui est complètement inconnue. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on est parent, par exemple, on a un enfant qui est malade. Alors, il a de la fièvre, on ne sait pas trop pourquoi. On va chez le pédiatre. En général, le pédiatre arrive plus ou moins à dire ce qu'il a. Et on ressort avec une ordonnance, on va à la pharmacie, on donne le médicament. Quelques jours après, tout est bon, tout est rentré dans l'ordre. Avec un trouble psychique, d'abord, le trouble est à bas bruit. On ne sait pas si c'est à la fois une adolescence avec quelques périodes plus extravagantes que d'autres. Le jeune lui-même a des symptômes qui apparaissent peu à peu et qui sont plutôt furtifs, donc il n'en parle pas. Et tout à coup, il peut y avoir une première crise, une première décompensation. Et là, tout le monde est sous le coup et ne sait pas comment faire. Et ce qui est compliqué, c'est que les proches se sentent complètement désemparés et ne savent pas comment prendre les choses en main. En plus, la plupart du temps,
la personne qui tombe malade, elle nie le fait qu'elle ne va pas bien, qu'il se passe des choses. Et comment faire pour arriver à tout concilier? Et c'est extrêmement compliqué de comprendre qu'il faut complètement sortir du registre habituel, de tout ce qu'on connaît, pour se familiariser avec toute autre chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est un compagnonnage, parce que les compagnons allaient en fait de patron en patron pour apprendre à chaque fois une autre technique, apprendre à maîtriser d'autres techniques. Et là, il va falloir complètement changer sa manière de voir la personne qu'on a bien connue, qu'on aime, et aussi l'avenir qu'on avait imaginé pour la personne. Et la personne elle-même, elle va devoir aussi apprendre à mieux se connaître. Elle va aussi devoir apprendre à imaginer et à penser son avenir autrement. Selon toi, comment est-ce qu'on peut briser ce tabou de la santé mentale? Ce qui est très, très important, c'est de parler de la santé mentale, non pas avec catastrophisme et sensationnel. Et pendant trop longtemps, la littérature et le cinéma ont toujours montré tout ce qu'il y avait de sombre, de violent, et ça, c'était vraiment une très très mauvaise image. Et en plus, on a beaucoup de lieux où on stigmatise, mais aussi bien la psychiatrie que les malades, que les professionnels. Et ça, c'est vraiment contre-productif. Donc nous, pour les journées de la schizophrénie, depuis le début, on essaye toujours d'avoir une communication positive et aussi qui s'adresse au grand public et aux jeunes. Parce que ce qui est important, c'est que les jeunes sachent, par exemple, que ça existe, qu'ils peuvent avoir des copains qui tombent malades et que c'est pas pour autant que ces copains-là, ils devront les laisser de côté et s'en séparer. Et surtout aussi, c'est montrer qu'à l'heure actuelle, et on avait un slogan qui était comme ça, soigner tôt, c'est soigner mieux. Ça veut dire que si on arrive à amener la personne jeune dans un circuit de soins et de traitement le plus rapidement possible, les chances d'amélioration sont vraiment bien supérieures. Et il y a une étude qui a été faite. L'année dernière, on avait pu démontrer que si on arrive à intervenir dans les 2 ans, il y a 60% de chances d'amélioration, alors que si on laisse passer ces 2 ans, l'amélioration est de 15%. Donc les prédictions sont quand même très différentes. Est-ce qu'on peut sortir du rôle de proche aidant? Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par proche aidant? C'est ça. Il faut sortir, pour moi, il y a une notion qui est très importante, c'est qu'il faut sortir de l'idée qu'on va pouvoir sauver la personne. Et c'est pour ça que l'histoire de l'accompagnement est pour moi capitale. C'est que ça veut dire cheminer avec, c'est soutenir et non pas aider. Dans ces 2 mots, pour moi, il y a une différence fondamentale. Soutenir, ça veut dire parfois être seulement là. Et puis être là parce que voilà, la personne a juste besoin de s'asseoir à côté de soi. Et c'est tout. Aider, pour moi, ça veut dire faire à la place de. Donc, si je rentre chez moi et que je vois ma voisine qui est trop chargée et qui n'arrive pas à transporter son eau, ses courses, je vais lui dire « Donnez-moi votre sac et je vais vous le monter au 2e étage ». Et ça, c'est vraiment aider. Alors, parfois, il faut le faire. Mais si on est toujours dans cette dynamique d'aider, on n'a plus, au moment voulu, forcément l'énergie pour faire. Et il y a des situations, des moments où il faut faire, effectivement. Mais on ne peut pas être toujours dans cette situation. Alors, proche aidant, je pense qu'on le reste
toute sa vie, si on est aux côtés de quelqu'un qui tombe malade, mais à des degrés différents. Okay. C'est une de mes dernières questions, mais quel est ton meilleur souvenir ou alors le moment où tu t'es dit là vraiment j'ai accompli quelque chose à travers toute cette expérience que tu as eue? Alors, je dirais c'est quand les proches m'appellent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience entre proches est quelque chose de très particulier et qui est en définitive la même que lorsque les patients se retrouvent, c'est qu'on n'a pas besoin de tout expliquer, on n'a pas besoin de tout se dire. Il y a un certain nombre de choses qu'on comprend et qu'on sent et qu'on arrive à comprendre à travers ce que la personne dit, naturellement, parce que des situations difficiles, on en a tous connues. Et parfois, les proches disent oui, mais on a demandé aux professionnels, mais ils ne savent pas. Mais non, parce que les professionnels, ils ne vivent pas au quotidien avec la personne. Ils ne vivent pas au jour le jour. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais qui sont extrêmement simples. Pour moi, il est important qu'on prenne toujours en considération la personne qui est malade. Qu'elle soit toujours mise dans la course, c'est-à-dire qu'on ne décide pas pour elle, qu'elle ait quand même toujours les rênes de sa vie en main. Mais il faut l'aider à cerner certaines situations qu'elle doit pouvoir prendre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est lorsque les proches ont compris cette démarche, et que la communication entre les proches et la personne malade arrive à se rétablir, le lien est de nouveau fructueux, la communication se fait de nouveau de façon plus harmonieuse, plus aisée, il y a automatiquement des améliorations. Et souvent, les proches me rappellent pour me dire, écoutez, c'est extraordinaire, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais ça marche. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a qui continue de me donner la conviction de faire ce qu'on fait. Et surtout aussi, c'est de voir que justement, il y a des bonnes pratiques aussi qu'on a pu appliquer, qui étaient appliquées dans certains hôpitaux, par exemple, et qu'on a pu transformer et transmettre à d'autres qui sont aussi maintenant en place ailleurs. Pour quelqu'un ou une famille qui vient de découvrir la maladie ou qui commence son cheminement à travers tout ça, c'est quoi ton message positif? Alors, surtout, c'est ne restez pas seul, parce que ça, c'est la première chose. Pensez, ce qui est important, c'est de construire autour de vous et autour de la personne malade un réseau avec des personnes à qui vous pouvez déléguer un certain nombre de choses, passer le relais et rester là. Merci beaucoup Anne d'avoir répondu à ces questions et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. C'était l'épisode de Oui Madame, produit par Oriane Page. Si vous l'avez aimé, je vous propose de le partager autour de vous. Je vous dis à très vite et me réjouis de vous retrouver. Prenez soin de vous.